Comment dynamiser les territoires ruraux en Hauts-de-France pour en faire des lieux attractifs ou plus attractifs? Telle a été la réflexion du groupe de travail Ruralité du Césaire Hauts-de-France. Dans son rapport, le groupe s'est attaché à faire des propositions pratiques et à valoriser des initiatives locales déjà menées pour les territoires ruraux et leurs habitants dans les domaines de l'éducation, de la mobilité, des services publics, de la santé ou encore du développement économique. Nous sommes alors allés à la rencontre de personnalités témoignant de leur expérience et de leur initiative. Ces dernières illustrent parfaitement les enjeux aux différentes thématiques traitées dans le rapport. C'est un centre de formation au métier du paysage et de l'horticulture, mettant en avant la formation par alternance ou statut stagiaire ou apprentissage. C'est un public jeune qui a fait le choix de prendre une formation par alternance, c'est-à-dire apprendre le métier sur le terrain. Ce sont des jeunes qui ont, oui, quelques difficultés au sein du collège, parfois un peu en décrochage scolaire, et qui préfèrent effectivement l'alternance, le métier sur le terrain, plutôt qu'à l'école. Donc, quand tu disais risque à la maison, là tu m'as dit brûlure ou à la cuisine. Qu'est-ce qui peut arriver chez vous également? En règle générale, nous sommes à peu près entre 150 et 200 jeunes qui suivent une formation à la maison familiale. Il y a le taux de réussite effectivement aux examens, donc ça oscille entre effectivement 80 et 100% de réussite aux examens. Et surtout, ce qui nous intéresse derrière, c'est le taux de réussite ou le taux d'insertion de ces jeunes dans effectivement le monde professionnel. Et là, l'alternance a permis à ces jeunes de s'insérer nettement plus facilement, puisqu'on a à peu près 60% de ces jeunes qui poursuivent effectivement en formation. Et ensuite, ceux qui ne poursuivent pas en formation, je dirais que 30% vont effectivement s'insérer dans le monde du travail. Et à la fin, lorsqu'ils atteignent des niveaux d'études plus importants, tels que le bac pro ou le BTS, on est arrivé à 70% de ces jeunes qui sont vraiment insérés dans le monde du travail. Le jeune identifie le moniteur comme effectivement un support complémentaire pour sa scolarité. Le moniteur n'est pas un enseignant, il va effectivement être à l'écoute du jeune et donc il va y avoir un échange fort entre le jeune en formation et ce moniteur, tant pédagogique que éducatif. Donc là, c'est une force pour ces jeunes, leur permettant d'évoluer, de s'améliorer d'un point de vue scolaire et aussi effectivement d'un point de vue relationnel et de communication. L'internat est un outil pédagogique et éducatif puisque cela fait partie effectivement du mouvement des maisons familiales où on souhaite que le jeune soit interne. Et au fur et à mesure de son internat, il change, il évolue, il grandit. Dans un territoire rural, une MFR a toute sa place puisqu'effectivement elle propose déjà une formation à ces jeunes qui sont peu mobiles, donc qui sont sur le territoire et qui viennent en maison familiale, mais la maison familiale est aussi ancrée dans son territoire, c'est-à-dire qu'elle va travailler effectivement avec le territoire obligatoirement. Sur les questions de mobilité en milieu rural, sur le plateau Picard, on avait énormément de populations qui étaient enclavées dans des petits villages, sans moyens de locomotion individuelle, sans voiture individuelle, éventuellement sans permis, et sans ligne de transport régulière. Donc la solution de mobilité que l'on a engagée depuis 2 ans s'appuie essentiellement sur le dispositif Réseau Pousse, qui est un dispositif existant mis en place à l'échelon national à l'origine par une association, et qui consiste à organiser l'autostop, c'est-à-dire l'autostop organisé par les collectivités. En complément, nous avons innové avec la SCI Réseau Pousse en créant ce qu'on appelle Réseau Senior, qui est un système de transport de type covoiturage, mais organisé également par la collectivité, à destination des seniors. Et enfin, le troisième volet, c'est la mise en place d'une cellule mobilité qui consiste essentiellement en un numéro de téléphone, une adresse mail et un site,
qui permettent aux gens de contacter une référente mobilité identifiée qui permet de renseigner sur l'ensemble des propositions de transport alternatif et de mobilité en général sur le territoire. Mobilité Ingrid, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous souhaitez donc un trajet pour vous rendre à la maison médicale. D'accord. Alors, vous souhaitez... Et les chiffres nous permettent de dire que c'est un système qui fonctionne, qui est pérenne et transposable, puisque sur la partie réseau senior, on a plus d'une centaine de passagers qui utilisent les services. Pour les publics seniors, la mise en place de ce nouveau service, pour certaines personnes, leur a vraiment permis de retrouver une nouvelle mobilité. Là où elles dépendaient occasionnellement du bien vouloir d'un voisin, d'une famille, etc., qui n'étaient pas forcément disponibles, là, dès qu'elles appellent, elles savent que dans les 24 heures, 48 heures maximum, elles peuvent avoir un conducteur à disposition. Et ça a un avantage énorme par rapport à un dispositif conventionnel de transport, c'est que là, on fait fonctionner les liens sociaux entre les personnes, entre les générations, et il se passe vraiment des choses humainement qui sont très très intéressantes et très agréables à vivre pour tout le monde. Alors c'est un service public itinérant qui sillonne les communes de la communauté de communes pour aider les usagers dans leur démarche administrative. Donc on aide les usagers dans toutes leurs démarches administratives, papier ou numérique, pour la CARSAT, la CPM, Pôle emploi, mission locale, tout ce qui est les titres de séjour, donc les cartes d'identité, les passeports. Et on est amené à donner d'autres informations aux demandes des usagers. Sur notre territoire, on a de moins en moins de services de proximité, donc il faut faire minimum 40 km pour avoir un service public. C'est le service public qui vient aux usagers et non l'inverse, donc ça facilite majoritairement les usagers. Il y a un problème de mobilité, certes, mais on a détecté qu'il y avait de plus en plus d'actifs qui venaient à notre contact. Afin d'éviter de prendre une journée, ils prennent une heure et ils viennent nous voir. Ils viennent voir une personne, on se souvient systématiquement, ce n'est pas des numéros. Et comme on touche énormément de services publics, ils peuvent parler d'un sujet ou d'un autre. On peut passer sur plusieurs services et du coup on peut les aider sur la globalité de leurs problèmes. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, ça va. Ah, dites-moi, comment je peux vous aider? Alors, je voudrais savoir où en est mon dossier chez Carco. Oui. On l'avait fait sur Internet? Les usagers n'ont pas systématiquement les outils à disposition à la maison, par manque de coûts ou manque de savoir. Donc effectivement, appréhender le numérique quand on n'a pas du tout l'outillage au quotidien, ça s'avère vraiment compliqué. Sachant que toutes les démarches actuellement deviennent tous numériques. Qu'au démarrage, on était à 50 personnes par mois et en 3 ans, ça a triplé. Donc plus de triplé d'ailleurs. Donc là, le service il commence à être à saturation. On ne va pas pouvoir absorber plus de demandes simplement que dans le camping-car. Alors on essaye déjà on s'adapte, hein. On s'adapte aux usagers. Il y a des gens qui ne connaissent rien du tout à l'informatique et ne souhaitent pas du tout s'y mettre. Donc à un moment donné, il y a un blocage, hein. Donc on est obligé de vraiment accompagner et on ne pourra pas les rendre autonomes, hein, clairement. On crée des comptes pour eux sans outrepasser nos droits, bien entendu. On les crée, on les accompagne, on leur explique. Donc c'est vraiment un travail un petit peu de formation aussi, parce que le numérique pour certaines personnes c'est une peur du piratage, des comptes de banque, donc, et du manque de papier. Il y a des gens, ils sont encore beaucoup sur le papier. Et donc c'est notre rôle aussi de les aider à appréhender le numérique et sentir que c'est utile aussi pour eux au quotidien. La volonté, hein, donc de la communauté de communes, c'est de mettre une fixe au centre-bourg, puisqu'on ne passe pas donc à Guise, mais les gens de Guise viennent à nous, dans les villages à proximité. Donc le but est d'aller au-devant des usagers, mais au vu du succès du camping-car, c'est les usagers qui viennent à nous. Donc il y a vraiment un réel besoin. Allez-y. Eh ben allez, au revoir, Bonne journée, puis à bientôt. Et à bientôt. Hein, prenez soin de vous. Merci bien. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Je suis le docteur Guillaume Monfourny, j'exerce à Saint-Austrebert. C'est un milieu semi-rural où malheureusement la désertification est plus que d'actualité. Donc on essaye avec mes associés, mes confrères de secteur, de trouver des solutions pour rendre une médecine de terrain pérenne.
vous en prie. Rentrez, monsieur. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Le constat, eh bien, c'est autour de nous, les patients qui sont en demande de soins et qui ont excessivement de mal à avoir un rendez-vous quand ils ont besoin de soins, et aussi des nouveaux patients, soit par l'arrêt des anciens, le départ en retraite, soit des nouvelles arrivées qui ont du mal à trouver un médecin traitant sur le territoire. Il est très difficile de pouvoir encore accroître cette activité de manière à garder un soin de qualité. Et donc les patients se retrouvent un petit peu démunis ou alors sont obligés de couvrir des distances très importantes pour pouvoir avoir une réponse à leurs demandes. Et un secteur actuellement doit être attractif pour les médecins mais aussi pour l'ensemble de sa famille. Alors il faut que le conjoint puisse trouver bien sûr du travail, il faut que les enfants puissent aussi aller à l'école, il faut aussi des activités périscolaires. Il faut aussi des loisirs. La furosémide, ça permet d'enlever l'eau et le potassium. Ouais. Et spironolactone, c'est l'hypercalémie. On essaye de former les étudiants et de les fidéliser. Je pense que chacun peut jouer son rôle, mais on a un exemple sur le territoire d'un étudiant qui s'est engagé dès ses études avec un contrat et qui viendra à la fin de ses études sur le territoire. On en est très content, on espère que ce genre de contrats vont se développer sur notre territoire, sur d'autres. Il y a vraiment un réel enjeu. Pas forcément des personnes qui soient handicapées, mais des personnes voilà, qui habitent à une quinzaine de kilomètres du cabinet et qui n'ont plus aucun moyen de locomotion, qui ne conduisent plus, qui ont perdu leur conjoint qui conduisait, ou dans des territoires où il n'y a aucun moyen de pouvoir se rendre dans les centres-villes. En milieu rural, les visites représentent quand même une partie encore importante de notre activité, avec des distances souvent longues à couvrir, et donc c'est du temps qui n'est pas dévolu aux soins. C'est vrai que ça peut aussi effrayer les jeunes praticiens. Pour nous, médecins, je pense quelque chose qui serait en tout cas intéressant à développer, c'est des systèmes de navettes qui permettent donc d'amener les patients sur des territoires reculés directement au cabinet, de manière à pouvoir faire perdre moins de temps aux praticiens et puis que les gens soient soignés, soient pris en charge, car souvent, de temps en temps, il y a des cas médicaux lourds qui nécessitent absolument que le médecin se déplace, mais souvent, on s'aperçoit que les gens ne viennent pas au cabinet, car ils sont démunis de moyens de transport. Alors le développement de la télémédecine, c'est une des pistes. La télémédecine s'est énormément développée dans le contexte sanitaire récent. On l'a vu, elle a ses limites. Encore faut-il avoir des réseaux suffisamment de qualité de manière à avoir une fluidité de la consultation. C'est tout l'enjeu des années à venir. Faites attention, ménagez votre articulation et on se revoit très vite. Voilà, la sortie, c'est comme d'habitude. Merci. Au revoir. Au revoir, docteur. Bonne journée à vous. Merci. Je suis cofondateur de la brasserie Quintovic, fabrique de bière artisanale basée à Borainville sur la côte d'Opale. Et depuis un an, nous réussissons maintenant à produire l'intégralité de nos bières. Très rapidement, on a fait face à des problèmes de foncier. On ne trouvait pas de locaux accessibles, ou en tout cas pas à des prix raisonnables pour nous, pour notre type d'activité. Donc rapidement, on s'est orienté en 2016 vers Borainville, qui nous avait contactés grâce à leur pépinière. Ils avaient une pépinière d'entreprise. Donc cette pépinière nous a hébergés pendant 2 ans. Et ensuite, grâce à leur surveillance des locaux vacants, on a pu trouver ce local qui était un ancien Gamme Vert. Les avantages d'être en zone rurale pour nous, c'est qu'on a trouvé un local assez grand, disponible, adapté à notre activité pour un prix modique par rapport à ce qui peut exister sur la côte où les prix peuvent atteignent des sommets où notre activité n'aurait clairement pas été rentable. L'inconvénient qu'on peut voir, la densité de population est quand même beaucoup plus faible. On a forcément beaucoup moins de clients que si nous étions à Berck, dans une ville de 15 000 habitants. Mais comme on a une forte activité revendeur, il nous suffit d'aller livrer toutes ces villes, toute la côte régulièrement.
Mais il est vrai qu'on aurait probablement une activité beaucoup plus importante en vente directe et en activité bar, puisqu'on fait également bar. C'était un choix aussi d'entreprise. Notre stratégie d'entreprise, c'est tout à fait adapté à ces avantages et ces inconvénients qu'on peut avoir en zone rurale. Le conseil que je donnerais, c'est de ne pas avoir peur de venir un peu en zone rurale, puisque les zones rurales sont quand même très connectées aux zones où l'on suppose qu'il y a les marchés importants. Et puis après, il y a une activité en zone rurale. On vient de réaliser un très gros investissement, puisque notre entreprise est plutôt une réussite, donc on a la chance d'avoir les banquiers qui nous suivent. L'étape d'après, donc c'est déjà on a doublé notre capacité de production, donc on réussira, enfin déjà c'est de saturer cette capacité de production, mais nous avons de nouveaux investissements qui sont prévus, notamment le développement de l'activité des fûts afin de répondre à une demande en restauration. On a une très forte demande sur les grandes surfaces également, qui sont pour nous un marché à ne pas négliger. Donc tous ces marchés-là, vous voyez, finalement en zone rurale, on peut très bien y répondre. Il n'y a aucun souci. Pour pouvoir répondre à ces marchés, pour l'instant, le bâtiment convient. Alors il est vrai que si l'activité est amenée à tripler ou quadrupler, peut-être qu'il faudra réfléchir de nouveau à déménager. Mais il faut savoir qu'en zone rurale, toujours, enfin en tout cas sur notre zone, il y a une très forte dynamique, notamment de réserve de foncier pour les entreprises. Donc s'il faut, demain, on pourrait construire un bâtiment, pourquoi pas, sur ces réserves foncières qui sont organisées par cette Valleycom. Si demain l'activité se développe comme on le souhaite, il est clair que nous devrons embaucher. Alors, il y a 4 ans, mon projet, quand j'en parlais, on me regardait un petit peu comme une bête bizarre parce que un espace de coworking, qu'est-ce que c'est, un tiers-lieu, ça veut dire quoi, le numérique, est-ce qu'on en a vraiment besoin, etc. Mais au fil du temps, l'importance de ces usages et des pratiques numériques sont avérées. Et puis avec le temps, les lieux ont germé un peu partout en France, avec des initiatives dans des milieux ruraux. À partir du moment où on va accueillir des gens pour les guider dans leurs premiers pas numériques ou les endroits où ils ont bobo, je ne sais pas utiliser ma tablette, je ne comprends rien à cette application, est-ce que je suis au niveau pour postuler à cet emploi, comment je rédige mon CV, est-ce que je peux avoir une certification pour mes connaissances informatiques, je n'ai pas été très loin dans mes études et pourtant j'ai un vrai savoir-faire en informatique. Donc tout ça, une fois qu'on l'a mis en place, qu'on fait cet accueil, c'est vraiment typiquement la médiation numérique. Et qu'en l'occurrence, pourquoi pas un pôle d'excellence qui va naître de cette démarche autour d'un tiers-lieu numérique qui permet de créer une synergie, une dynamique, d'identifier les compétences, stimuler les envies. L'espoir à court terme, c'est de pouvoir être le noyau central de cette création d'un nouveau quartier autour de la gare avec une nouvelle dynamique sur les Dinois, donc pas être uniquement sur Hesdin, mais les Dinois, d'être dans le cadre de ce cœur des 7 vallées, un élément central qui va jouer l'attractivité. Il y a le travail en réseau, qui peut être très important parce que quand il existe, il peut être générateur d'affaires, d'opportunités, de carrière, de changement de vie. Et ça peut être très attractif sur des pans entiers de population. Oui, donc cette dernière réunion avec Maurice, t'en as pensé quoi? Les grandes villes continuent d'aspirer les talents, de favoriser une émigration vers les grands centres eurométropolitains, la technologie. Et c'est au détriment du maintien sur place de ressources qui utilisent ou qui sont même experts dans le numérique. Et à la limite, il faut inverser le paradigme. C'est pas comment, dans ce contexte où le numérique prend de plus en plus d'importance, la ruralité peut tirer son épingle du jeu. C'est certainement plus comment le numérique peut devenir, comment la ruralité peut être une chance pour le numérique. Si on travaille tous ensemble dans le cadre de pôles d'excellence, on peut amorcer des écosystèmes qui vont permettre de l'emploi, qui vont permettre de nouvelles pratiques grâce au numérique, qui vont permettre d'éviter des ruptures, parce qu'on en aura toujours des fractures. Je pense que la mobilité est à la fois un préalable, mais aussi une conséquence. Dans la mesure où s'il y a une attractivité avérée,
les infrastructures vont se mettre en place. On va favoriser. Aujourd'hui, on a encore besoin, bien qu'il y ait le télétravail, le travail à distance, on a encore besoin de se rencontrer, de travailler à certains moments ensemble, d'être sur place. Et effectivement, la mobilité est clé dans ce sens-là. Pour permettre de travailler là où on veut, il faut de la mobilité pour pouvoir y aller. Ça devient tout à fait crédible d'imaginer n'importe quelle activité à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle ruralité. En tout cas, c'est le cas dans les 7 vallées aujourd'hui. Oui, mais ça va se faire sous peu. Là, on est en train de signer les papiers pour la coopérative, donc c'est bon, c'est dans les rails. Je suis le président du conseil de développement du pays de Thiérache, qui dialogue avec les élus responsables de ce territoire. Et ici, on se préoccupe, c'est la ruralité, et donc on se préoccupe de mobilité, c'est-à-dire se déplacer d'un point à un autre, il y a peu de transport collectif. L'alimentation et la consommation alimentaire, pour faire consommer des produits thiérachiens, ils sont très bons. Et puis aussi sur la prévention santé. Nous participons avec les élus à une organisation qui s'appelle Groupement d'action locale, où là nous décidons avec les élus. Et le groupement d'action locale, c'est un mot compliqué, excusez-moi, mais en fait c'est un ensemble qui répartit des fonds européens ruraux pour la diversification de l'activité ici sur la Thiérache. Il y a 1 800 000 euros que des entrepreneurs peuvent obtenir moyennant des dossiers. Et donc nous sommes co-décideurs avec les élus sur l'affectation de ces produits. Par exemple, on voudrait faire un pays d'art et d'histoire pour que la Thiérache soit reconnue, parce que la Thiérache, c'est l'alliance de la verdure de la campagne avec des monuments magnifiques. Le ministère de Guise, la forteresse de Guise, les églises fortifiées, des balades extraordinaires. Eh bien, pour l'instant, ce n'est pas encore mûr pour les élus. Donc on continue à travailler. Mais c'est vrai qu'on voudrait aussi attirer d'autres populations et des activités. C'est pour ça que des petites villes se bougent pour faire des zones d'activité. Dans nos travaux, ce sur quoi on s'attache le plus pour la durée, c'est le travail sur la consommation alimentaire de produits et de production locale pour que les agriculteurs, là aussi, se sentent bien et qu'il n'y en ait pas qui se cassent la figure, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont cassés la figure. Et ça, c'est pas bon. C'est des Thiérachiens qui s'en vont, qui disparaissent. Un deuxième point, c'est tout ce qui est culturel, quoi. L'accès au patrimoine et à la culture, et c'est pour ça qu'on voudrait que la Thiérache soit labellisée pays d'art et d'histoire. C'est vrai que maintenant, je voudrais vraiment développer un projet d'écrivain public, bibliothécaire freelance, faire aussi de la relecture, correction orthographique, enfin, vous voyez un peu toutes des choses comme ça. Nous avons envie que les initiatives soient très connues, parce qu'on dit toujours, bah oui, bon, dans la campagne, c'est mort, hein, on l'entend quelquefois. Hein. Et donc, on veut mettre en épingle toutes les initiatives qui ont été prises, des initiatives formidables qu'on ne soupçonnerait pas. La grande idée qui ressort de ça, c'est que la Thiérache a des richesses formidables, de biodiversité encore. Bon, c'est un mot qui est difficile, mais c'est précieux en ce moment. Hein. Et donc, on essaie non seulement de la protéger, mais en plus de la mettre en valeur, hein, pour que ici, la vie soit non seulement agréable, mais en plus assurée, quoi. Ici, on est bien, mais on n'est pas fermé sur nous-mêmes. Les habitants des campagnes et des périphéries urbaines ainsi que les entreprises sont en première ligne des revendications visant à une répartition plus équitable des moyens entre les espaces ruraux et urbains. Le Césaire formule alors dans son rapport des préconisations essentiellement destinées au conseil régional, au conseil départemental, aux EPCI et à l'État en région que nous vous invitons à découvrir.